Bonjour, alors on va faire un exercice sur la récursivité et la complexité à l'aide de la fonction de Fibonacci, qu'on va séparer en deux parties. Donc voici la première partie et la seconde dans un second vidéo, comme par hasard. Donc, cet exercice-là est une extension en quelque sorte de l'exercice précédent factoriel. Donc, il se divise en deux parties et, comme pour l'exercice factoriel, les deux parties doivent être mises ensemble. Dans cet exercice-là, on va mettre en application différents algorithmes pour calculer la fameuse fonction de Fibonacci, la récursivité multiple et la notation grand O. Voici le plan général de la présentation. Donc, on va commencer par faire une mise en place. Ensuite, on va traiter l'algorithme récursif. On va coder, l'algorithme récursif naïf. On va, ensuite de ça, coder un algorithme itératif, un algorithme linéaire. On va, disons, parler des algorithmes linéaires. Par la suite, on va traiter la formule de Binet. On va parler des algorithmes constants. Puis après ça, on va parler de l'imprécision de la formule de Binet. Et le tout va se terminer par une auto-évaluation. Donc, sans plus attendre, la mise en place. Bon, je vais essayer de me tasser la bête. Donc, dans Matlib, qui est une classe que vous aviez créée dans le précédent projet, ajoutez une nouvelle classe Fibonacci que vous voyez ici, donc statique. Et dans cette classe-là, ajoutez les méthodes que vous voyez ici avec des not implemented exceptions pour le moment. Je pense pas qu'il y a de grand, rien de particulier à dire par rapport à ça. Donc, notez, question d'orthographe, que mémorisé et naïf prennent un tréma sur le i. Sinon, vous allez avoir des erreurs plus tard quand vous allez ajouter les tests et ce genre de choses. Donc, la majorité de ces méthodes sont de type int vers big integer, donc récursif naïf, la anti-verbic integer, anti-verbic integer, anti-verbic integer, il y a juste durée ici, int double double, int verbic integer, non. OK? Bon. Ensuite de ça, vous allez ajouter le menu Fibonacci. Vous allez le compiler puis exécuter le pilote. Le menu général présente une option B que vous voyez ici, qui permet de faire l'étude de la fonction de Fibonacci. Donc, si jamais ça ne compile pas, validez vos signatures avec la diapo précédente. Le menu Fibonacci, quand vous choisissez l'option B, présente plusieurs options. Ici, je m'attends à ce que ce soit votre nom au lieu du mien. Donc, on a différentes options de calcul. Ici. Donc, sélectionnez l'option A, puis encore A pour faire afficher récursif naïf 35. Vu que cette méthode-là n'est pas codée, vous allez avoir des méthodes operation is not implemented. Vous avez juste à mettre votre saisie ici, qui probablement va déborder ici sur celle que moi j'ai fournie. Ensuite de ça, ajoutez le fichier de test fourni, testefibonacci.cs, qui lui va vous présenter une série de tests. Il y en a peut-être plus que 5, là, mais ici j'en ai affiché seulement 5. Donc normalement, vous allez avoir des triangles gauches qui vont, des triangles jaunes qui vont s'afficher, parce que vous n'avez pas encore codé ces méthodes-là. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez versionner. Donc, l'algorithme récursif naïf. Donc, petit rappel tout d'abord, la suite de Fibonacci est obtenue en partant de 0 et de 1, puis en calculant l'élément suivant de la suite comme la somme des deux précédents. Donc, la fonction de Fibonacci, fib de n, donne le nème élément de la suite du même nom. Par exemple, fib de 6, c'est égal à 8, et fib de 14, c'est égal à, donc fib de 0, c'est 0, 1, 1, 2, 2, 3, 2, etc., etc. Donc, fib de 6, c'est 8. Et fib de 14, ben, vous l'aurez ici, 377. Donc, cette fonction que nous voulons coder, c'est cette fonction-là qu'on veut coder
dans cette partie de... En fait, c'est essentiellement différentes variations de cette fonction-là qu'on va coder maintenant dans cet exercice-là. Donc, la fonction de Fibonacci peut aisément se définir récursivement ainsi. Donc, le fib de n, c'est égal à 0 si n égale à 0, 1 si n égale à 1, et fib de n-1 plus fib de n-2 sinon. Donc, cette définition-là se transpose naturellement dans un codage informatique basé sur une fonction récursive, mais vous allez voir un peu plus loin que ce codage-là, malheureusement, est incroyablement inefficace en termes de vitesse d'exécution, comme on va pouvoir le constater. Donc, vous allez coder récursivement la fonction ici, récursif naïf, qui retourne un big integer. Vous allez la coder en vous basant sur la formule mathématique de la diapo précédente. La formule doit lever un argument out of range si n est plus petit que 0. Et vous avez juste à saisir votre code ici. OK, donc retourne un big integer, ça veut dire que l'arithmétique à l'intérieur de ça se passe en big integer. Je pense que normalement, vous devriez avoir bien intégré ce concept-là de l'exercice précédent. Donc, vous ne faites pas des calculs entiers qui, après ça, comme par magie, se convertissent en big integer. On veut des calculs en big integer. Donc, vous allez me mettre votre code ici, votre saisie de code ici, et si jamais vous avez fait, c'est-à-dire un one-liner, alors vous allez vous mettre un bonus de plus une demi à la fin lors de l'auto-évaluation. Petit rappel sur les unités de temps, ceci dit, parce que quand vous allez exécuter les différentes benchmarks, vous allez voir que ces unités de temps pourraient apparaître. Donc, il est important de bien saisir la signification des unités de temps pour interpréter convenablement les résultats qui sont présentés par le programme. Donc, vous avez la seconde, et ici, vous avez les différentes fractions de secondes. Donc, il faut savoir, bon, les décisecondes, centisecondes, on ne voit pas ça souvent, là, mais bon, millisecondes, microsecondes, nanosecondes, picosecondes, femtosecondes, attosecondes, zeptosecondes et octosecondes. Bon, je voulais juste vous rappeler ça. Vous rappelez probablement que les picots en baissant, on les voit moins souvent. OK, mais bon, c'est juste pour que vous puissiez interpréter les résultats. Donc, pour valider le bon fonctionnement de votre fonction, vous allez utiliser les options A et B du menu Fibonacci 1 à 100. Donc, vous avez récursif naïf 35 et récursif naïf 40. Récursif naïf 35 et 40 vont calculer la fonction de Fibonacci pour 1 à 35 ou alors 1 à 40. Vous allez voir qu'il y a une différence entre les deux. Vous allez voir pourquoi. OK. Donc, ce que vous allez vous rendre compte, c'est que la fonction n'a aucun mal à calculer les premiers termes de la suite. Ici, vous avez le temps que ça prend, là. Okay, donc, on est en termes de nanosecondes, microsecondes, jusqu'à 10 microsecondes, ça va bien. Mais quand on arrive plus loin, à 31, millisecondes, 34 secondes, 35 secondes, 3 secondes, 5 secondes, 8 secondes, 13 secondes, 20 secondes. Bon, vous voyez que ça commence à prendre du temps. OK? Donc, on s'arrête à 40 pour le moment. Donc, ce que vous allez faire, vous allez saisir vos durées, ici pour fib 1 à 10, comme à la diapo précédente, et pour fib 30 à 40 aussi, comme à la diapo précédente. Et vous allez tester. Le premier test devrait passer et versionner. On va maintenant s'atteler à la tâche de coder un algorithme itératif. Donc, l'algorithme récursif naïf pour calculer Fibonacci est désespérément lent. Par chance, il existe d'autres algorithmes pour calculer la fonction de Fibonacci qui sont plus rapides. Vous pouvez utiliser un algorithme itératif, vous pouvez utiliser l'algorithme de Binet, qui est actuellement une formule mathématique. Vous pouvez utiliser l'algorithme récursif divisif, et vous pouvez utiliser l'algorithme récursif terminal. Donc, les algorithmes basés, il y a une possibilité de
d'utiliser aussi des algorithmes qui sont basés sur la mémorisation, mais ça, là, c'est marqué prochain exercice, là, mais c'est pas la partie 2 de Fibonacci, c'est la partie 3 de Fibonacci, donc la semaine prochaine. Donc, je le répète encore une fois, tout algorithme récursif possède un équivalent itératif et vice-versa. Okay? Donc, vous savez aussi, ce que vous avez vu dans l'exercice factoriel, qu'en général, l'algorithme itératif est plus rapide que l'algorithme récursif équivalent. Dans le cas de la fonction factorielle, où somme jusqu'à, on peut raisonnablement avancer que les algorithmes récursifs et itératifs sont aussi simples l'un que l'autre. Mais en ce qui concerne l'algorithme itératif, pour Fibonacci, il est un peu plus compliqué que l'algorithme récursif. Puis dans des cas, si on parle de parcours d'arbres, comme on va le voir un peu plus tard dans la session, ça, c'est l'algorithme itératif devient encore plus compliqué versus l'algorithme récursif. C'est pour ça que des fois, on préfère coder des algorithmes récursifs parce que c'est plus simple. Et la plupart du temps, c'est pas aussi dramatique ou dévastateur que ce qu'on vient de voir pour l'algorithme de Fibonacci. Donc, on perd pas la complexité temporelle, le grand O reste le même dans les deux cas. Okay? Mais ici, on va voir que pour Fibonacci, c'est pas la même chose qui se passe. Donc, vous allez coder maintenant une version itérative de la fonction de Fibonacci basée sur sa formule mathématique. Donc, il faut partir de 0 et de 1 et ensuite utiliser une boucle pour calculer progressivement les fibres de i croissant jusqu'à ce que vous obteniez fibre de n. Okay. Donc, la fonction doit lever un argument out of range si n est plus petit que 0. Donc, ici, vous avez la signature de la fonction itératif int n. Donc, pour valider le bon fonctionnement de votre fonction, vous allez utiliser l'option C du menu fibre 1 à 100. Puis, contrairement à l'algorithme récursif, vous allez constater que votre fonction itérative n'a aucun mal à calculer les nombres de Fibonacci de 1 à 100. Donc, quelques microsecondes suffisent sur ma machine, okay, pour calculer les derniers termes de la série. On arrive ici dans le coin de 100. Donc, fibre de 100, vous voyez sa valeur ici, et ça a pris uniquement 7,3 microsecondes pour calculer cette valeur-là. Vous allez faire votre saisie, comme à la diapo précédente ici. Vous allez tester, et vous allez versionner. Donc, un petit mot sur les algorithmes linéaires. Okay, on a déjà étudié les fonctions, la complexité O de n dans un précédent document théorique. Donc, le calcul de la fonction Fibonacci avec une boucle, c'est l'archétype même de ce qu'on appelle un algorithme en temps linéaire, dit O de n dans le jargon. Donc, ces algorithmes sont tels que leur durée d'exécution est théoriquement proportionnelle à la taille de l'entrée, c'est-à-dire n. En pratique, cette proportionnalité est généralement observée, mais il faut faire abstraction de certains facteurs perturbateurs pour pouvoir arriver à ça. Donc, d'abord, il y a un temps d'initialisation d'algorithme, les coûts fixes associés à notre algorithme. Il y a un temps de réchauffement aussi dans le cas du C# ou du Java ou de ce genre de truc ou du JavaScript. Donc, tous les langages qui sont basés sur un compilateur just-in-time, ces compilateurs-là ont besoin de se réchauffer. Donc, il faut comme que la fonction s'exécute une couple de fois pour que disons la machine virtuelle se rende compte que cette fonction-là va être beaucoup utilisée, puis à ce moment-là, il la compile pour vrai en l'optimisant. Mais en tout cas, on n'entrera pas dans les détails, mais disons que c'est important. Après ça, ça va dépendre aussi des autres programmes, processus qui s'exécutent en parallèle, et ça va dépendre aussi pour un langage comme le C# ou le JavaScript ou le Java, il va y avoir aussi un processus de garbage collector qui peut rentrer en ligne de compte. Donc, si votre truc est en train de s'exécuter, d'un coup, pouf, il y a une séance de garbage collector qui embarque,
ben, dépendamment comment le garbage collector fonctionne, ça se peut qu'il interrompe un peu le fonctionnement, il ralentisse le fonctionnement de votre programme pendant quelques micros ou millisecondes. Donc, petit rappel ici, donc l'équation d'une droite, y égale mx plus b, on le voit ici. Donc, vous avez la pente et vous avez le fameux b, où ça, c'est le coût fixe et le coût variable. Donc, ça nous dit que si on a... donc, théoriquement, si un algorithme s'exécute en temps linéaire, ça veut dire qu'approximativement, son temps d'exécution est le suivant. Okay, donc, t égale an plus b. Okay. S'il s'exécute en temps linéaire, O de n. On a déjà vu que les O de n, c'était sous la forme an plus b. Donc, si n est suffisamment grand, alors le ratio t sur n, c'est-à-dire le temps que l'algorithme prend divisé par la grandeur de la variable n, va lui aussi être approximativement constant. Ce qui permet généralement en pratique d'identifier le comportement linéaire d'une fonction. Donc, si t sur n, qui est à peu près égal à an plus b sur n, quand n devient suffisamment grand, an plus b sur n devient à peu près égal à a. Donc, t sur n devient une constante. Donc, en pratique, si vous exécutez cette fois-là la fonction itérative de Fibonacci pour 50 jusqu'à 1000 par pas de 50, parce que là, on ne va pas afficher les 951 valeurs. Donc, on affiche seulement celle en partant de 50, donc fil de 50, fil de 100, fil de 150, 200, 250, etc., jusqu'à fil de 1000. On voit ici qu'on n'affiche pas le nombre au complet, parce qu'ici, c'est un nombre de 209 chiffres. On n'affiche pas les 209 chiffres pour ne pas surcharger l'écran. On voit ici la croissance du temps que ça prend. On voit clairement que le temps croît avec l'utilisation. Okay. Puis si on fait un ratio T sur N, qu'on calcule, donc le temps que ça prend divisé par la valeur de N, donc ça divisé par 50, le temps que ça prend divisé par la valeur de N, on voit que notre ratio, ici, bon, des fois il y a des petites fluctuations, mais grosso modo, c'est à peu près constant. Okay. C'est à peu près constant. Donc, ça nous indique qu'on est face à une fonction O de n, donc une fonction qui s'exécute en temps linéaire versus la taille de n. Donc, vous allez maintenant saisir votre ratio t sur n que vous avez sur votre machine. Donc, vous allez faire la saisie que vous avez ici. Et à partir de ce que vous voyez, vous allez estimer grosso modo votre ratio t sur n. Okay. Vous allez l'estimer, donc c'est comme moi, par exemple, si j'avais l'estimé avec les valeurs que je vois là, je ne ferais pas la moyenne de toutes ces affaires-là, ou la médiane, ou je sais pas quoi, là, je vais regarder ça comme ça, je vais dire, mon ratio T sur N est à peu près 95. OK? Donc, vous allez vous-même faire votre saisie ici et dire à peu près votre ratio T sur N est égal à quoi? Donc, 95 nanosecondes. Ça veut dire que l'algorithme passe à environ 95 nanosecondes pour chaque N. Ça lui coûte 95 nanosecondes de temps. Alors maintenant, la formule de Binet. Donc, il existe une formule mathématique qui vous permet de calculer directement le nème nombre de Fibonacci sans passer par un algorithme itératif ou récursif. Okay. Donc, on l'attribue généralement, cette formule-là, au mathématicien et astronome français Binet, bien qu'en réalité, cette formule-là ait été découverte auparavant par d'autres mathématiciens, dont le légendaire mathématicien suisse Euler. Donc, il y a comme deux grands mathématiciens. Bon, il y a plusieurs grands mathématiciens, mais disons que parmi les grands mathématiciens de l'époque classique, on pourrait dire, il y a Euler, il y a Gauss. Donc, enfin, c'est ça. Donc, Euler aurait, lui, déjà trouvé cette formule-là auparavant. Donc, vous voyez que c'est une formule ici qui met à profit la valeur 1 sur 1 plus racine de 5 sur 2, qui est le nombre d'or. Donc, enfin, c'est ça.
Donc, vous allez maintenant coder une fonction, ici, BigInteger binet, qui va calculer la valeur de Fibonacci en utilisant la formule de Binet. Donc, vos calculs doivent se faire avec des doubles, mais juste à la fin, vous allez convertir le tout en BigInteger à la sortie. Okay, donc, vous faites des doubles, vous manipulez des doubles. Pourquoi des doubles? Parce que ça, c'est des racines carrées, des exposants, des choses comme ça. Vous allez avoir des nombres fractionnaires. Okay, donc, vous faites tout en double. Puis, juste avant, en terminant, vous faites une conversion vers BigInteger avant de sortir. Donc, la fonction doit lever un argument out of range si n est plus petit que 0. Donc, vous allez valider, excusez. Donc, vous allez valider votre fonction, ici, en l'exécutant, puis en affichant fib de 41 à fib de 50. Okay. Vous allez tester, vous allez versionner. Donc, les algorithmes constants. Donc, l'algorithme de la fonction de Fibonacci avec la formule de Binet, en fait, c'est l'archétype même de ce qu'on appelle un algorithme qui s'exécute en temps constant, qu'on dit O de 1 dans le jargon. Donc, ces algorithmes-là sont tels que leur durée d'exécution est indépendante de la taille de l'entrée, donc c'est-à-dire de n. En pratique, la durée est pas parfaitement constante à cause des interférences des autres processus puis des threads qui roulent en même temps sur le CPU. Ici, vous avez un exemple. Donc, si vous exécutez la fonction de Binet pour afficher la valeur de Fibonacci pour 50 jusqu'à 1000 par pas de 50, vous allez voir que le ratio ici, T sur N, décroît avec la valeur de N. Donc, ça nous indique qu'on n'a pas une fonction qui s'exécute en temps O de N, donc en temps linéaire. Par contre, si on regarde ici le temps, on voit que la durée de calcul est sensiblement toujours la même, autour de 2 microsecondes, ce qui nous indique qu'on a une fonction qui s'exécute en temps O de 1, donc en temps constant. Donc, vous allez ici saisir la même chose que ce que vous avez ici, et vous allez par la suite saisir votre constante, comme moi par exemple, ma constante c'est 2 microsecondes, alors vous allez saisir ici votre constante que vous allez trouver sur votre machine. Ensuite, ça, dans le menu Fibonacci, vous allez choisir le benchmark pour Fibonacci de 30. Pour Fibonacci de 30. Et vous allez voir s'afficher ici l'algorithme itératif, récursif naïf et binet. Et vous allez voir les durées. On voit que l'algorithme récursif naïf est très très lent comparé aux deux autres qui s'exécutent en des temps approximativement semblables. Donc, le binet est légèrement plus rapide. Ici, il est 1,4 fois plus rapide que celui-là ici. Et lui, il est 0 fois plus rapide que celui-là, donc il est vraiment largué en termes de temps. En fait, lui, il est 100 000 fois plus lent. Donc, vous allez faire votre saisie. Ensuite de ça, vous allez faire aussi une saisie pour binet calculé 500 fois, la Fibonacci de 500, pardon, et vous allez voir que la différence là va être plus marquée parce que l'itératif prend 63 microsecondes alors que binet s'exécute à peu près 26 fois plus rapidement. Vous allez faire votre saisie. Donc, les algorithmes en temps constant, en quelque sorte, sont le saint graal des informaticiens. Okay, donc, la formule de Binet est un tel algorithme, mais des fois, ces algorithmes-là, des fois, ils ont des petites affaires qui font en sorte que c'est pas... faut faire attention dans le domaine d'application, l'applicabilité de ces algorithmes. Donc, si on regarde de plus près les valeurs de Fibonacci, on voit par exemple que si on regarde pour 30,
on voit que la formule de Binet et les deux autres algorithmes donnent la même réponse. Par contre, si on regarde pour 500, on voit que la formule de Binet ici donne pas la même réponse que la formule itérative. Les premiers chiffres sont les mêmes, mais les derniers chiffres sont différents. Donc, bien que, pourquoi ça fonctionne comme ça? La formule de Binet, est-ce que ça veut dire que la formule de Binet est pas bonne? Non, la formule de Binet est une formule exacte. Les formules mathématiques sont des formules exactes. Malheureusement, quand on fait des calculs sur les ordinateurs, c'est les ordinateurs qui sont pas exacts. Donc, le fameux double ne contient que 64 bits. Donc, il peut pas être parfaitement précis. Ça y prendrait beaucoup de bits pour être parfaitement précis. Puis, il peut pas être parfaitement précis. Ce qui fait que ça introduit des imprécisions dans les calculs. Puis, au fur et à mesure, plus les calculs sont élaborés, plus cette imprécision-là grandit, puis plus ça fait en sorte que le résultat obtenu devient imprécis. Donc, pour n égale 500, le résultat est inexact, alors que pour n égale 30, le résultat est rigoureusement exact. Donc, il y a moyen de calculer la divergence. Donc, la divergence, ici, ça va être la différence entre la formule, ce que nous retourne la formule de Binet versus ce que nous retourne la formule itérative. Donc, la différence entre les deux nous donne la divergence de la formule de Binet versus la vraie valeur. Donc, si vous calculez la divergence, vous allez voir que pour Fibonacci de 21, 22, etc. jusqu'à 30, en fait, la divergence est 0. Donc, il n'y a aucune différence entre le résultat obtenu par Binet et le résultat réel de la valeur de Fibonacci. Alors que à partir, en fait, pour 91 jusqu'à 100, on voit que la différence devient quand même assez importante. Ici, on a une différence de 14 523 qui grandit ici jusqu'à une différence de 1 million pour Fibonacci de 100. Donc, votre mission, c'est de découvrir à partir de quelle valeur on obtient une différence. Donc, quelle est votre saisie doit me montrer des valeurs pour lesquelles la différence est 0, le n pour lequel la différence est 0, et le n plus 1 pour lequel la différence est différente, n'est pas 0. Donc, le dernier n qui donne un résultat exact. Donc, je vais voir dans votre saisie le n qui est exact et le n plus 1 qui est inexact. Donc, minimalement, faites quand même un peu plus que 2 sorties, là. Faites en moins 6, 7 ici, pour montrer qu'est-ce qui se passe. Finalement, votre auto-évaluation, donc ça ici, c'est pour valider que vous avez fait correctement vos saisies pour ces parties-là et que vous avez fait aussi vos saisies pour ces parties-là. Et ensuite de ça, ici, vous allez faire votre auto-évaluation, donc des différentes parties qui sont à faire, donc mise en place, récursif naïf, le bonus, récursif itératif, algorithme linéaire, Binet, algorithme constant, imprécision Binet, etc. si jamais vous avez, disons, des problèmes dans votre code. Et vous allez me mettre aussi la durée de votre partie 1 ici. Donc, vous ne remettez pas tout de suite ce PowerPoint-là, puisque vous allez le remettre en même temps que la partie 2.